sera disponible. Avant de passer à Corinne, donc Corinne Taster du Collège Jean-de-Brébeuf, dont la présentation va porter sur la charge de travail étudiante. Je voudrais vous la présenter brièvement. Donc, Corinne Taster, elle est professeure de biologie au Collège Jean-de-Brébeuf depuis 2008. Elle enseigne au DEC en sciences de la nature et au baccalauréat international. Après avoir observé comment ses étudiants travaillaient et qu'elle ait observé qu'ils dépensaient beaucoup d'énergie à s'inquiéter et à recopier leurs notes de cours, Corinne, elle a décidé de faire un doctorat professionnel en enseignement pour tenter de trouver des moyens d'aider ses étudiants à mieux travailler et à avoir une vie en dehors de ses études. Corinne a terminé son doctorat en 2023. Bravo, Corinne. Et maintenant, je vous laisse la parole. Merci et bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Alors, je vais faire mon partage d'écran pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, le partage d'écran marche bien? Oui? Très bien. Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait mon doctorat sur la charge de travail de mes étudiants. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du problème initial, comment j'ai été obligée de définir c'était quoi une charge de travail pour ensuite être capable d'intervenir auprès de mes étudiants. Puis après ça, j'ai du temps pour la période de questions. J'espère vous laisser assez de temps pour répondre à beaucoup de questions parce que c'est toujours agréable. Alors, le problème initial, quand on parle de charge de travail, tout le monde se plaint de manquer de temps. C'est chronique, fait que les étudiants, ils demandent de temps, des rapports de travaux parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps d'étudier. Les professeurs, ils n'ont pas le temps de travailler. Puis la direction des études, nous autres, nous demande de comment on essaye de répartir les examens pour mieux répartir le temps. Donc, au départ, c'était un problème de temps que je percevais. Et quand je me suis mis à regarder mes étudiants, là, je me suis dit, soit ils manquent de temps pour accomplir leurs tâches, ce que j'ai vérifié par des questionnaires et tout ça, et la réponse était non, ils ne manquent pas de temps pour accomplir leurs tâches. L'autre hypothèse, c'était que les étudiants, ils n'utilisent pas des stratégies de travail efficaces, ce qui fait qu'ils ont l'impression de manquer de temps. Alors, et c'est ça qui s'est avéré la réalité chez mes étudiants. Alors, dans les mots importants pour qu'on se comprenne, on m'a demandé, je vous le dis, pour moi, un doctorat, ça a été vraiment difficile parce que je passais des sciences pures aux sciences humaines. Alors, j'ai eu à apprendre à gérer ça. Et dans les mots importants, on m'a demandé de définir c'était quoi une stratégie d'apprentissage. Et si un jour vous vous amusez à lire toute la documentation qu'il y a là-dessus, il n'y a pas deux auteurs qui s'entendent sur c'est quoi une stratégie d'apprentissage. Donc, je trouvais ça difficile, alors j'ai dû faire ma propre définition. Alors moi, quand je vous parle de stratégie d'apprentissage, c'est l'ensemble des actions que va faire un étudiant pour atteindre son but qui est d'apprendre. Et chacune de ces petites actions-là, j'appelle ça une technique d'étude. Donc, plein de techniques d'étude, ça va faire notre stratégie. Et ça a été vraiment un départ de définir c'était quoi les stratégies d'apprentissage de mes étudiants, mais en fait, dans chacune des stratégies, c'est quoi les techniques qu'ils utilisent. Alors, j'ai posé plein de questions de techniques pour arriver à définir leur stratégie. Et les techniques qui sont sorties, je suis sûre que vous n'êtes pas surpris de ça, c'est le recopiage et le surlignage. Alors, ils copient leurs notes, ils les apprennent par cœur, puis ils les surlignent. Puis, en biologie, vient un moment donné où ça ne fonctionne plus. Et en plus, ça demande énormément de temps et c'est de l'apprentissage de surface. Puis, quand on pose des questions de compréhension, ils sont un petit peu perdus. Alors, pour cette raison, j'ai cherché qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à passer à d'autres choses. Alors, et là, moi, mon but, c'était de réduire leur charge de travail puisqu'ils se plaignent qu'ils ont trop de travail. Puis là, ma direction a tout d'un coup dit, oui, mais Corinne, tu parles de charge de travail, mais tu ne l'as pas défini. Et là, moi, c'était comme, ah non, pas vrai, j'ai oublié de ça. Alors, il a fallu que je définisse c'est quoi une charge de travail et ça a été un point tournant de mon doctorat.
Parce qu'il a fallu que là, puis vous essayerez de googler charge de travail chez l'étudiant, il n'y a absolument rien. Alors, il a fallu que j'élabore mon modèle de charge de travail. Et pour l'élaborer, j'ai été voir dans plusieurs disciplines et je suis arrivée à ce modèle-ci qui est un petit dessin. En plus, j'ai appris à faire des réseaux de concepts plus complexes. Alors, la charge de travail, en gros, ce que c'est la tâche qu'on a à faire, mais qu'on évalue quand on évalue notre charge de travail, c'est qu'en fait, la personne va regarder sa tâche, va regarder les ressources dont elle dispose, puis va faire une évaluation entre les deux. Et sa charge de travail, c'est l'évaluation entre ce que j'ai à faire et ce dont je dispose pour le faire. Fait que je donne l'exemple, vous devez déplacer un piano à queue, vous êtes tout seul. C'est une grosse corvée. Si on vous donne 3 déménageurs, c'est déjà beaucoup plus facile. Si on vous donne des roulettes en dessous, c'est encore plus facile. Fait que la tâche, c'est pas juste le nombre d'examens ou réécrire un rapport de laboratoire, c'est qu'est-ce que j'ai pour le faire. Maintenant, quand je regarde la tâche, ben, j'ai 2 aspects qui sont la contrainte et l'astreinte. La contrainte, c'est ce que le prof demande. L'astreinte, c'est ce que l'étudiant fait vraiment. Et il y a souvent un grand écart entre les deux. Alors, moi, je peux demander à mes étudiants, ce que je demande, c'est, par exemple, de préparer un examen puis comprendre tel ou tel ou tel concept. L'étudiant, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il recopie ses notes de cours avec des petites couleurs, puis des papillons dans la marge, puis 3-4 000 dessins, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Ce qu'il fait ne correspond pas à sa tâche vraiment. Et à ce moment-là, ben, il va trouver qu'il y a beaucoup de travail. Ben oui, c'est pas la même chose. Alors, il faut penser, quand on donne nos consignes, à ce que l'étudiant va vraiment faire. Ensuite, les ressources, bien, on a les ressources externes. Ça, c'est plus connu pour la plupart des profs. Les ressources externes, est-ce qu'ils ont du temps, des documents, des personnes ressources, des consignes claires, un espace pour travailler? Puis les ressources internes, c'est comment ils se sentent, les connaissances antérieures, leur stratégie, est-ce qu'ils sont engagés dans le travail, etc. Tout ce qui vient d'eux, puis qu'ils vont pouvoir puiser. Alors, en combinant tout ça, ben, on a 4 pôles où on peut agir en tant que professeur. On peut agir au niveau des contraintes, de l'astreinte, des ressources externes et des ressources internes. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Dès qu'on joue sur un de ces pôles-là, la charge de travail change. Fait que là, j'ai un petit grille là, qui est très résumé. Alors, si je regarde sur la contrainte, c'est ce qui est attendu c'est ce qui est attendu que le prof attend de ses étudiants, des travaux, des examens. Nous, au niveau, si on veut aider l'étudiant puis réduire sa charge, être clair dans ses attentes, passer en revue avec eux les grilles de correction, puis s'assurer que ce qu'on fait, c'est cohérent avec ce qu'on évalue. Fait que, puis, tu sais, souvent, même moi, je l'ai fait comme prof, dire, ben là, je leur ai remis la grille de correction. L'effort qu'ils font de lire la grille de correction, d'essayer de la comprendre, d'essayer d'interpréter ce qu'on veut vraiment dedans, bien, c'est du travail qu'il faut compter dans la tâche. Fait que si vous donnez un travail puis vous dites il faut qu'ils apprennent à suivre une grille de correction, comptez-le dans votre tâche. Parce que sinon, vous l'ajoutez à la tâche de l'élève, de l'étudiant. L'astreinte, c'est ce que l'étudiant fait vraiment. Donc, il faut mettre des limites aux étudiants. Si vous demandez un rapport de 3000 mots, ben, vous ne tolérez pas 4000. Et surtout, il faut éviter de récompenser ceux qui en font trop. Ils font un super beau rapport de 5000 mots alors qu'on en demandait 3000. Ils nous ont mis 10 pages de référence. Il ne faut pas nécessairement pénaliser, mais il ne faut pas lui donner une meilleure note qu'à l'autre qui a fait ce qui était attendu et pas plus. Parce que sinon, on les encourage à en faire plus, puis ce n'est pas ce qu'on veut. Puis faire comprendre conscience des excès aux étudiants. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai remis un travail corrigé, je retourne avec la grille de correction, puis je leur demande de trouver ce qu'ils ont fait et qui n'était pas demandé. Puis tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils en ont fait beaucoup plus que ce qui est demandé et ils peuvent bien se plaindre qu'ils ont beaucoup de travail, ils ont dépassé nos attentes. C'est beau, c'est bon. Moi, je leur dis, tu peux dépasser mes attentes si tu veux.
je ne te récompenserai pas plus. Puis rappelle-toi toujours que tu as une vie en arrière. Que c'est pas, même si tu veux me faire plaisir, tu n'as aucun intérêt à plus voir tes parents, tes amis, à ne pas dormir, à mal manger parce que tu veux en faire plus que ce qui est demandé. Donc, c'est important d'être clair avec les étudiants pour que réduire leurs astreintes et les aider à cerner ce qui est essentiel. Après ça, au niveau des ressources externes, fournir des bonnes notes de cours, s'ils sont toujours à s'assurer que les ressources sont disponibles. S'ils ne sont pas capables de trouver le livre dont ils ont besoin à la bibliothèque parce qu'il n'y en a pas assez, si les documents sont pêle-mêle, les documents que vous fournissez sont pêle-mêle, puis il faut que l'étudiant passe du temps et puis à essayer de tout décortiquer pour trouver ce qu'il faut, bien, vous ne l'aidez pas. Si vous voulez l'aider, il faut que vos documents que vous fournissiez soient clairs, que vous répondiez aux questions. Il y en a qui disent, je veux qu'ils apprennent à se débrouiller, mais la première étape pour l'autonomie, c'est d'être capable de demander de l'aide. Fait que répondre aux questions avec empathie, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on voit qu'il y en a un, il y a un problème, genre très anxieux, puis il fait juste demander des validations, ben là, on lui dit, bon, tu as peut-être un petit problème, on va aller vers des ressources plus pour gérer ton anxiété que pour répondre avec des questions où je fais juste dire que tu as compris. Alors, ça prend un certain... il faut être capable de diriger les étudiants vers des ressources aussi. On n'a pas toutes les ressources nous-mêmes. Puis moi, là où j'ai beaucoup travaillé, c'est au niveau des ressources internes. Donc, important, lier la nouvelle matière à l'ancienne. Ça, souvent, on se le fait dire, les rappels des connaissances antérieures, blablabla. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est d'enseigner des techniques d'études propres à ma discipline. Et ça, c'est ce dont je vais parler dans les minutes qui vont suivre. Alors, enseigner les techniques d'études propres à la discipline, on pense que nos étudiants savent étudier. Je suis tombée sur une théorie que j'ai oubliée, j'ai perdu la référence, qui parlait du professeur fantôme. Alors, le professeur fantôme, c'est celui qui nous a précédés puis qui a enseigné toutes sortes de choses à nos étudiants et sur lesquelles on s'appuie. Donc, on pense qu'ils ont appris à étudier, on pense qu'ils ont telle et telle connaissance, qu'ils savent chercher. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une expérience avec un travail avec mes étudiants où je leur fournissais des livres pour identifier des plantes et je leur interdisais Internet. Et ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aller lire dans un glossaire, à la fin d'un livre, qu'il pouvait y avoir un glossaire. Alors, c'est le professeur fantôme qui leur a enseigné ça. Alors, le professeur fantôme, bien, il a enseigné des choses, mais en fait, il n'existe pas, donc ça n'a pas nécessairement été enseigné. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Puis aussi, beaucoup encourager les étudiants et célébrer leur réussite parce qu'ils ont tendance à ne voir que les choses qui ont coulé, que les fautes qu'ils ont faites dans l'examen, plutôt que de regarder toute leur réussite. Alors, je suis du genre super positive pour les encourager à ça. Donc, ça, c'est pour un petit peu mes 4 pôles là où j'ai travaillé. Mais j'ai surtout travaillé sur les techniques d'études, puis c'est là-dessus, là, je vais vous parler de mon intervention parce qu'un doctorat professionnel, c'est un doctorat où on doit intervenir dans notre milieu de travail. Puis moi, ben, c'est mes étudiants qui ont été mes cobayes. Alors, comment j'ai procédé? J'ai préparé des petites vidéos sur différentes techniques de travail, puis différents aspects sur l'apprentissage. Ensuite, j'ai planifié mes cours parce que dans mes cours, dans ma structure générale, déjà, j'avais beaucoup de petits exercices. Parce que quand je parle trop longtemps, ben, je vois qu'ils dorment ou qu'ils font d'autres choses. Donc, je les réveille en leur passant un petit exercice juste pour consolider le vocabulaire, m'assurer qu'ils ont compris, etc. Mais là, ces exercices-là, je les ai complètement refaits pour m'assurer qu'en même temps que je fais un exercice d'entraînement, c'est aussi un exercice pour apprendre une technique d'étude. Alors, comme ça, j'ai fait un combo. Et périodiquement, j'avais une discussion, en fait, c'était avant chaque examen, une discussion sur la façon de choisir sa technique d'étude en fonction du type de contenu. Et fait que ça, au lieu de dire avant l'examen, là, avant, ce que je faisais, c'était bon, avez-vous des questions avant l'examen? Puis là, bon, ils regardent leurs notes de cours, puis ah oui, il y a ça que je ne suis pas sûre, puis oui, il y a ça que je ne suis pas sûre. À la place, ce que j'ai fait, c'est des activités sur chaque tel contenu, comment vous allez l'étudier, tel contenu, comment vous allez l'étudier. Et ça leur a permis d'explorer en classe
des techniques d'études alors que c'était encadré avec le prof pour valider et tout était vraiment beaucoup plus, comme c'était encadré, ils se donnaient la permission d'essayer ces techniques-là et de voir que ça marche plutôt que d'être à la maison puis on dit ah oui, il faut que tu fasses telle et telle affaire. Quand ils sont à la maison puis qu'ils font ça, ben en fait, ils le font pas parce que apprendre tout par cœur, ça a été payant pour eux avant. Fait que comme ça a déjà été payant, ben, ils vont continuer parce qu'il y a un coût à essayer une nouvelle technique pour eux. Si ça ne marche pas, ben, ils n'ont pas réussi leur examen. Puis s'ils l'essayent puis qu'ils vont quand même tout apprendre par cœur au cas où, ben, ils perdent du temps. Fait que c'est mieux de l'essayer en classe. Alors, ce qui a été le plus efficace pour eux, ça a été de leur montrer ce que j'appelle l'organisation des données. Donc, comment organiser tes notes de cours? Alors là, je vous donne un exemple très simple de différents moyens d'organiser les notes de cours en utilisant la classification des organismes eucaryotes. Alors, pour ceux qui ne sont pas en bio, c'est les organismes qui ont des cellules avec des noyaux dedans. Fait qu'il y en a 4 groupes. Les protistes, c'est ceux qu'on ne sait pas où mettre. Les champignons, qu'on appelle aussi les eumycètes, les plantes et les animaux. C'est un exemple tout simple, comme ça, vous allez pouvoir me suivre. Fait que là, j'ai ces 4 affaires-là. Comment je fais pour arriver à les classer puis retenir? Alors, il y a plusieurs possibilités. Je peux faire un tableau de comparaison. Alors, nombre de cellules, nombre de tissus, vous voyez le principe. Des tableaux de comparaison, dans les livres de bio, il y en a tout plein. Ça ne veut pas dire que l'étudiant sait construire un tableau de comparaison, ça ne veut pas dire qu'il sait reconnaître une situation où un tableau de comparaison va être pertinent. Eux, ils vont prendre le livre puis ils vont apprendre le tableau de comparaison du livre par cœur. Bien, le travail de classer les données n'est pas fait. C'est un travail de mémorisation plutôt qu'un travail de creuser la matière pour faire sortir l'essentiel. Alors, moi, ce que j'ai fait, bien, la première fois que l'occasion s'est présentée, je leur ai mis une liste de mots, un tableau vide, puis il fallait qu'ils remplissent les cases. La fois d'après, je ne leur ai pas donné les mots, je leur ai demandé de remplir des cases. Une autre occasion, j'ai dit, on va faire un tableau, je leur ai donné le nom des colonnes, puis ils m'ont rempli les lignes, puis ils m'ont créé les lignes, puis les cases. Puis à la fin, je leur ai dit, moi, pensez-vous que ça ne serait pas pire un tableau de comparaison pour ça? Faites-le. Fait que là, ils ont compris que tableau de comparaison, ça sert à comparer. Puis quand je présente le tableau de comparaison, je suis très explicite, puis je leur dis, on va utiliser un tableau de comparaison quand on a plusieurs objets qui se ressemblent, il y a quelque chose d'apparenté, puis je veux mettre en évidence les différences ou je veux pouvoir m'aider à choisir dedans. Alors, quand je le dis explicitement, bien là, ils comprennent, ah, ça, c'est l'utilité d'un tableau de comparaison. Vos étudiants les plus brillants vont le savoir d'instinct. Les étudiants qui ont plus de difficultés, il faut leur dire. Puis quand on leur dit, bien, on vient de monter le niveau vraiment de beaucoup. Alors, l'autre chose qu'on peut faire, c'est une clé dichotomique. Alors, une clé dichotomique, c'est pour arriver à nommer les choses. Alors là, j'ai un exemple. Est-ce qu'il y a plusieurs tissus différents? Puis, on apprend à faire des clés dichotomiques. C'est un autre moyen. Fait que ça, c'est vraiment pour nommer les choses, la clé dichotomique. Le réseau de concepts, il y en a qui appellent ça des cartes mentales. Il y a toutes sortes de... Un paquet de mots avec un paquet de flèches, c'est un réseau de concepts pour moi. Alors, le réseau de concepts, bien, on peut le faire. Là, pour mon exemple, il est moins pertinent, mais le réseau de concepts, ce qui est important, ce n'est pas juste de faire des mots, puis des lignes, puis des flèches, c'est aussi d'être capable de mettre sur chaque ligne, c'est quoi le critère qui fait que je suis allée de ce côté-là ou de ce côté-là. Puis si je peux faire des regroupements aussi, je peux faire des regroupements. Ça, j'en fais des réseaux de concepts en classe. Les étudiants, ils aiment bien ça. Moi, je prends les grands papiers puis les crayons de couleur. Puis je donne des petits papiers avec les mots, puis c'est placez-les, faites-vous un réseau. Puis là, la grande inquiétude, c'est Madame, c'est quoi le bon réseau? Le bon réseau, c'est celui qui t'a aidé à comprendre. Puis là, ils sont très inquiets parce qu'ils ont tous des réseaux différents. Ils sont faits de même. Alors, il faut leur apprendre qu'il peut y avoir plusieurs solutions à un même problème. Puis, ça les insécurise, mais parce que c'est plus de la mémorisation, mais ils apprennent tellement en faisant ça que je continue de faire des réseaux de concepts. Les classements hiérarchiques qu'on peut utiliser, ça, c'est dès qu'il y a des choses qu'on peut mettre en ordre.
que ce soit une ligne du temps, donc un classement chronologique, un niveau de complexité, que ce soit des couleurs qui se mettent en ordre ou peu importe, s'il y a un classement, bien, la première fois, je leur présente un classement hiérarchique. Les fois d'après, je leur demande, pensez-vous qu'il y a un ordre? Si j'ai donné ce cours-là dans cet ordre-là, c'est quoi ma logique? Et je leur fais chercher ma logique. Puis à ce moment-là, ben, ils apprennent à chercher cette logique-là. Puis là, tout d'un coup, ils comprennent l'organisation de mon cours. Et ça leur permet d'apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement. Donc, le classement hiérarchique, c'en est un aussi que j'utilise très souvent. En biologie, la figure annotée, c'est un indispensable. Sauf que quand ils prennent leur livre et qu'il y a une figure annotée, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'apprennent par cœur. Alors, moi, ce que je leur demande, c'est plutôt de me faire eux-mêmes le dessin. Même s'il n'est pas beau, ce n'est pas grave. On fait le dessin, on met les petites flèches et ça va les aider. Depuis le temps, j'en ai rajouté un qui est le diagramme de Venn. Alors, le diagramme de Venn, on regroupe les affaires ensemble pour mettre ce qui va ensemble quand il y a des choses qui se regroupent. Il me semble qu'on commence à voir ça en 3e année, la théorie des ensembles. Notamment quand je fais les parties de la cellule, c'est là que je leur montre la pertinence d'un diagramme de Venn. Parce qu'il y a des cellules pour les plantes, les animaux, les protistes. Il y a plein d'organites là-dedans. Puis là, je leur demande, en plaçant tous les organites dans le diagramme de Venn, ils se rendent compte que tout est en la jonction des trois, puis il y a 3 organites qui sont à part. C'est tout. Alors, ils n'ont pas à tout mémoriser un par un, une ligne à la fois. Le noyau, on le retrouve chez la plante, le noyau, on le retrouve Ils apprennent, on les retrouve tous ensemble dans tout, sauf ces 3-là. Ça leur permet de faire des regroupements qui sont beaucoup plus efficaces. Fait que ça, c'est le diagramme de Venn. Alors, comment je regarde l'heure qui file? Comment j'ai présenté ça en classe? Ça prend de la planification, puis je vous dirais que ça se fait progressivement au fil des ans. Je suis encore en train d'améliorer mes cours. Alors, on le planifie. Fait que j'ai fait ma session. Puis là, à chaque fois que j'avais un exercice, je me disais, ah, qu'est-ce que je pourrais faire comme technique d'étude? Alors, je prévois mes exercices avec les techniques d'étude, puis je vais dire explicitement, à chaque fois, je vais leur dire pourquoi j'ai choisi cette technique-là, explicitement. Alors, j'ai choisi le réseau de concepts parce que j'avais plein de mots qui avaient l'air de partir dans une explosion dans ma tête, fait que je vais les ordonner. J'ai pris le tableau de comparaison parce que c'était des choses à comparer. Alors ça, c'était vraiment important. Puis la dernière, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé moi-même, c'est mes superviseurs de thèse qui me l'ont dit. Si tu veux voir s'ils ont développé une stratégie, il faut que tu les laisses choisir leur technique d'étude, puis tu les vois en action. Alors, avant mes examens, je prends vraiment un moment où je leur dis, voici, on a fait les parties de la cellule. Comment vous pensez qu'on devrait l'étudier? Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, je les laisse discuter dans la classe. Puis là, moi, ça a été un moment magique. C'était comme, ah, mais on pourrait faire un tableau de comparaison puis faire la liste. Ouais, ouais, mais on pourrait faire la liste du plus petit au plus grand. OK. Ouais, mais moi, je mettrais un dessin aussi pour aider. Et finalement, ils sont arrivés collectivement à un combo. Il y a une feuille avec toutes les notes de cours sur les parties de la cellule sur une seule feuille. C'était merveilleux. Moi, je les regardais faire, puis je donnais la parole à un puis à l'autre. J'avais beaucoup de plaisir à les voir faire. Donc, prévoir ces moments-là, puis pour moi, ça a été vraiment remplacer la période de questions avant l'examen par ce moment-là où on choisit notre technique d'étude. Puis, ça a vraiment très, très bien fonctionné. Fait que des exemples d'exercices maintenant, parce que vous avez sûrement besoin, on a tous besoin d'idées. Je suis encore en train d'en prendre de mes collègues. Alors, exemple d'exercice, je prends une technique d'étude, je l'applique en classe. Donc, j'ai quelque chose, bon, aujourd'hui, on va le faire en tableau. Le choix collectif, donc avant l'examen. Pour les réseaux de concepts, je fonctionne beaucoup avec des post-it. Alors, je leur donne les post-it, des grands papiers, des crayons de couleur, je leur dis placez-les, puis faites votre réseau. Fait que je leur donne au départ, ils ne savent pas quel mot choisir pour le réseau de concept. Donc, je leur donne les mots importants. Puis après ça, bien, ils vont être déjà plus autonomes pour en faire après. Le jeu des liens improbables, ça, c'est vraiment génial. Ce que je fais, c'est que je mets tous les concepts d'un chapitre de cours sur des petits papiers. J'aime bien les petits papiers. Je ne suis pas très techno, moi. Et
je pige 2 mots puis je donne à chaque étudiant 2 mots. Et là, ces 2 mots-là, je leur ai dit, ces 2 mots-là sont retrouvés dans le même cours. C'est quoi le lien entre les deux? Fait que s'ils tombent sur 2 mots, puis c'est par hasard, fait que s'ils tombent sur photosynthèse puis lumière, ben, ils vont me dire, ben, la lumière sert à activer la photosynthèse. Parfait. S'ils tombent sur, je ne sais pas moi, écosystème puis euh, ADN. Là, il faut qu'ils me trouvent le lien entre un écosystème puis l'ADN. Ben là, ils sont obligés de réfléchir puis de dire, oh mon Dieu, comment je vais me faire pour me rendre de ADN à écosystème ou dans l'instant? Et là, ils creusent leur matière, mais vraiment fort. Là, je peux vous dire qu'ils partent du cours, ils ont fini d'étudier. Fait qu'on vient de les soulager de la maison. Ensuite, j'ai fait ça aussi qui fonctionne très bien, des affiches synthèse avec méthode surprise. Alors, avant un examen, je tire au hasard les noms de mes étudiants et je leur donne un des thèmes à l'étude. Puis je leur donne papier, crayon, puis je leur dis là, vous vous mettez en équipe, vous allez me faire une affiche qui résume ce chapitre-là. Et chaque équipe a un thème différent. Et en plus, je tire au hasard la façon d'organiser les données. Fait que c'est toi, tu me fais un réseau de concepts, toi, tu me fais un diagramme, toi, tu me fais un tableau de comparaison, toi, tu me fais une ligne du temps. Puis je leur impose des trucs, mais par hasard. Fait que des fois, ils se ramassent avec des méthodes d'études qui ne fitent pas, puis sont obligés de se forcer pour arriver à trouver une façon de représenter ça sur l'affiche. Puis après ça, ben, je colle les affiches sur le mur, puis ils présentent les affiches les uns les autres. Vous n'avez pas idée de comment ils sont en train d'étudier fort, puis c'est du temps qu'ils sauvent de la maison. Et après ça, ben, ils sont tout contents. Tout le monde prend en photo les affiches de tout le monde. Puis c'est merveilleux. Maintenant, peuvent prendre des photos de tout. Alors, ils partent avec les photos. Puis, ça fait un superbe exercice de révision qui est vraiment, vraiment efficace. Alors maintenant, j'arrive à mes effets sur les apprentissages. Ce que ça a donné de mes étudiants quand ils passent à travers mes mains, c'est qu'ils apprennent à s'organiser mieux, puis à mieux organiser le données. Ils savent à quoi s'attendre. Donc, quand je leur dis, il faut créer des liens, puis les questions vont servir à créer, ça va être des questions de compréhension, ça ne sera pas des questions de mémorisation, ben, ils l'ont fait, la compréhension. Fait que ça les aide. Ensuite, ils vont délaisser la recopie. Ça, je suis tellement contente que quand ils ne recopient pas leurs notes, ils vont étudier plus en profondeur. Puis ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils vont s'en servir dans d'autres matières. Fait qu'ils l'ont vu en biologie, puis ils disent, ah, ben, peut-être que je pourrais faire ça en chimie. Puis il y en a qui vont même, avec les copains des autres classes qui ne sont pas les miens puis qui ont le même cours, ils vont se mettre à étudier avec eux puis leur montrer comment étudier. Fait que j'ai des répercussions, mais ils s'en servent dans d'autres matières. Fait que ça, c'est vraiment un bel apprentissage pour eux. Concernant le sentiment de surcharge, ben, c'est beaucoup plus difficile parce que ils se sentent compris. Je leur dis, je suis consciente de votre charge de travail, on va travailler ensemble pour essayer de la réduire. Puis déjà, ils se sentent, ouf, il y a un prof qui a pitié de nous, quelque part. Fait qu'à la fin, ils ont tous trouvé que la charge de travail pour le cours de bio, c'était bien correct. Puis, ils se sentaient vraiment confiants quand arrivaient les examens, il n'y avait pas de problème parce qu'ils se sentaient en confiance. La difficulté, puis c'est pour ça que je ne peux pas dire que ça a vraiment réduit le sentiment de surcharge, c'est qu'ils ont de la difficulté à lâcher prise sur les astreintes. Parce que dans mon collège, on a des perfectionnistes à la tonne. Fait qu'ils vont dire, oui, je vais faire ce que le prof dit, mais je vais quand même tout apprendre par cœur. Ou encore, j'ai économisé mon énergie de biologie, fait que je vais faire des folies en mathématiques ou en chimie. Donc, je vais me dépenser, puis on dirait qu'ils ont internalisé le fait qu'ils doivent se sentir débordés. Fait que si on les a libérés en quelque part, ben, ils vont se déborder ailleurs. Fait que ça, c'est un peu un problème de culture qu'on a. Ça, je ne peux pas travailler là-dessus vraiment, mais au moins de mon côté, j'ai fait ma part du travail, puis je suis contente de ça. Alors, après avoir fait ça, j'ai eu à faire des sondages auprès de mes étudiants, puis qu'est-ce qu'ils ont demandé? Puis la personne qui faisait les entrevues leur demandait, bien, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir de plus par rapport à cette activité-là? Puis ils m'ont dit, ben, en cours de session,
En fait, ça, c'était des demandes en cours de session. Ils voulaient régulièrement valider leur travail. Ils me montraient, j'ai essayé un réseau de concepts, pouvez-vous me dire s'il est bon? Ils me montraient leurs notes de cours. J'ai changé ma façon de faire mes notes de cours, c'est comme ça, c'est-tu correct? Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que je voyais leur progression. Puis après, après la session, on les a passés en entrevue. 100% des étudiants ont demandé que tous leurs profs, dans toutes leurs disciplines, montrent des exemples appliqués à leur matière, notamment les exemples d'organisation des données. Ils aimeraient ça qu'on leur explique comment l'appliquer à toutes les matières et idéalement avec un langage cohérent. Fait que si moi je parle de réseau de concepts, bien que l'autre prof parle aussi de réseau de concepts, puis qu'il ne parle pas de mind map ou de même chose ou des choses similaires. Et beaucoup ont mentionné, en fait, tous mes étudiants ont mentionné qu'ils auraient aimé ça, apprendre ça aussi au secondaire. Ce qui est merveilleux, dans mon école, on a aussi le secondaire, fait que j'ai pu travailler avec les professeurs du secondaire pour commencer à intervenir aussi au niveau du secondaire. Ça, c'est pas dans le ressort du cégep, mais beaucoup auraient aimé ça, apprendre ça au secondaire. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas appris au secondaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Il faut le prendre en considération. Ils n'ont pas nécessairement appris à étudier au secondaire. Ça a toujours fonctionné de mémoriser, puis ça se peut que ça ne marche plus, rendu au cégep. Alors, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment parler vite pour vous donner du temps pour beaucoup de questions. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir profiter pour pouvoir voir ce qui se passe sur le Teams, parce que là, je voyais juste mon PowerPoint, puis c'est un peu triste. Merci, Corinne. D'ailleurs, je vois dans vos références Denise Barbeau, que Oui. j'ai bien connue, qui a été prof je l'ai de adoré. psycho, puis Je l'ai son eu mari, comme... M. Montini, oui, effectivement. Écoutez, il n'y a pas de questions qui ont été posées, toutefois, comme fort intéressant, là, soit dit en passant, mais étant donné qu'on est en mode réunion, les gens qui voudraient parler, vous pouvez lever la main si vous le désirez. Allumez pas votre micro parce que c'est enregistré puis que ça va être disponible sur le web. Mais si vous désirez poser des questions ou commenter, je vous invite à lever la main et on va vous donner la parole. Bon, il y a Véronique, bon participant, oui. Bon, là, Véronique, pourriez-vous cliquer sur lever la main, s'il vous plaît? À moins que Véronique vienne tout simplement d'arriver. Bon, c'est correct comme ça? Oui, mais pourriez-vous éteindre votre caméra, Véronique? Oui, parce que vous filmez. Parfait. Oui. Bon, voilà. Je voulais voir si vous avez vu un impact au niveau des évaluations, considérant peut-être qu'ils ont comme organisé leur façon de faire. Est-ce que maintenant, quand ils arrivaient à une évaluation, ils étaient comme plus assurés? Est-ce qu'ils prenaient les évaluations autrement? Bien, au niveau des évaluations, moi, ça a changé mes évaluations parce que les questions de mémorisation que je trouvais inintéressantes pour moi, j'en ai enlevé beaucoup. J'en laisse quelques-unes des questions bonbons. Au niveau des étudiants, au niveau des notes, ça n'a rien changé vraiment, mais je suis à Brébeuf où nos étudiants sont traditionnellement très forts, puis c'est difficile d'aller plus fort. Fait que ça n'a pas changé vraiment les notes, même s'ils étaient paniqués sur la cotère, là. Ça n'a rien changé au niveau des notes. C'est vraiment au niveau de la confiance en soi, puis un petit peu au niveau de l'organisation des réponses longues. Quand je demandais des questions avec un petit peu plus de développement, c'est plus organisé parce qu'ils l'ont fait avant ce travail d'organisation-là. Fait que souvent, j'ai des réponses qui sont mieux structurées un petit peu. Fait que oui, ça a un impact, mais surtout sur la façon d'évaluer, ça a un impact. Merci. Il y a Pierre-Luc Demeul. Pierre-Luc, je vais vous demander d'activer votre caméra. Elle est activée, alors on vous écoute. Ma caméra ou mon micro? Fermez votre caméra et allumez et laissez votre micro ouvert. Pardon. Bon, oui, bonjour, merci. C'est très intéressant, c'est très structuré, c'est une belle théorie que vous avez exposée là. Ma question, c'est plus surtout par rapport aux ressources externes. J'ai bien compris que vous aviez travaillé beaucoup sur les ressources internes dans une optique de pédagogie qui est quand même très lumineuse, je dirais. Mais est-ce que à travers tout ça, vous avez eu l'idée de trouver une façon de
calculer le nombre d'heures, par exemple, que ça pourrait prendre pour faire telle charge de travail ou pas du tout, là? Bien, nous, nos étudiants sont sursondés. Fait que on avait déjà les données sur le nombre d'heures qu'ils accordaient à chacune des disciplines. Ça, c'est quelque chose qu'on vérifie périodiquement dans notre collège. Fait que j'avais déjà une idée du temps qu'ils prenaient avant. Puis ils accordaient le nombre d'heures. Je n'ai pas vérifié après. Après, on a demandé aux étudiants qui ont été convoqués en entrevue voir le nombre d'heures. Puis ça correspondait. Moi, mon repère, c'était le devis ministériel. Puis ce qu'ils faisaient, ça correspondait au devis ministériel, tout comme avant. Fait que j'ai pas vraiment j'ai pas creusé plus loin à OK. savoir là, combien de temps ils prenaient là-dessus. Moi, c'était plus sur est-ce qu'ils avaient modifié leur méthode, puis comment ils se sentaient là, au niveau de la charge de travail plutôt que juste au niveau du temps. OK, je comprends, mais on pourrait supposer qu'ils ont économisé du temps avec des meilleures méthodes, On pourrait le peut-être. supposer, mais ce n'est pas garanti OK. parce qu'ils sont habitués de mettre tellement d'heures qu'ils ont de Ouais. la difficulté à couper. Puis ils sentent, en fait, ça, je le vois que c'est comme, oui, je le sais, mais je vais quand même revoir au cas où. Puis OK, ils sont un merci. petit peu acharnés. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre personne, je crois, qui a levé la main? Non. Attendez, j'ai des questions dans le chat. OK, Est-ce que vous avez eu parfait. à réorganiser votre cours sur le plan des contenus? Ah, Oui. je l'attendais, cette question-là. Merci, Geneviève, de la poser. C'est la question qui revient tout le temps. Oui et non. C'est un choix pédagogique que j'ai fait parce que, en gros, souvent, j'ai vu, il y a deux grandes tendances chez les profs. Montrer le plus de contenu possible pour élargir les connaissances de nos étudiants, puis qu'ils soient très, très connaissants, puis qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses. Puis moi, ça a été dans l'opposé, c'est-à-dire de regarder mon devis ministériel, de regarder mes plans de cours, tout, puis de faire qu'est-ce qui est essentiel pour qu'ils atteignent la compétence. Puis, donc, dès que j'expliquais quelque chose qui est pertinent, je passe à un exercice. S'ils ont compris, je passe à la suite. Je ne refais pas de nouveaux exercices, je ne répète pas, je ne donne pas de nouveaux exemples. C'est là que je coupe. Donc, plutôt que de les exposer à plein, plein d'exemples, plein de modèles, etc., je vais direct à l'essentiel. Puis si c'est compris, s'ils ont appris à travailler, puis si la compétence est atteinte, de ce qui est attendu dans cet élément de compétence-là, je passe à la suite. Fait que c'est comme ça que j'ai pu avoir assez de temps pour faire tout mon contenu, que les étudiants fassent les mêmes examens que mes autres collègues. Donc, on s'est vraiment harmonisé pour les examens. Les finaux, c'est les mêmes pour tout le monde. Mais de mon côté, je faisais attention quand il y a quelque chose puis souvent, on fait ça comme prof, surtout comme prof de bio. On pense à un exemple, puis un autre exemple, puis un autre exemple. Puis moi, j'ai tout coupé ça pour dire qu'est-ce qui est l'essentiel, comment ils peuvent retenir l'essentiel, puis je passe à la suite. Fait que c'est comme ça que j'ai pu procéder. Puis ça m'a demandé beaucoup de préparation, oui, ça demande. Puis à chaque année, on s'améliore. Merci. Je vais demander aux gens, est-ce que vous, les participants, est-ce que vous avez des stratégies un peu semblables à celles que Corinne propose ou un peu différentes, mais qui permettent de rejoindre l'intention de Corinne dans les travaux qu'elle a réalisés? Vous pourriez écrire un petit mot, vous pourriez lever la main et partager avec nous. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, je vais nous laisser là, un petit peu de temps. Je vous laisse réfléchir. Moi, j'ai parlé vite parce que je voulais vraiment vous laisser beaucoup de temps pour vos Ouais. questions. Alors, si vous avez des stratégies à proposer, ça va nous faire plaisir de les entendre. Donc, soit dans l'écriture ou soit en partageant là, verbalement votre, votre stratégie. Et sinon, pendant que les gens écrivent, je peux vous Oui, parler d'un truc que j'ai utilisé. Mes T-shirts. Pas celui aujourd'hui, j'ai mis un uni parce que alors, je me suis fait toute une collection de T-shirts avec les thèmes de mon doctorat. Alors, ce que j'enseigne à mes étudiants, fait qu'il y en a un, c'est fait, c'est mieux que parfait. Il y en a un, c'est pour aller vite, il faut prendre son temps.
J'en ai un qui est Célébrons chaque victoire. Fait que j'ai toute une collection de T-shirts. Puis là, aujourd'hui, ils sont bien déçus parce que je n'ai pas mis mes T-shirts Ah, thématiques. Ah, Stéphanie, moi aussi, contente de Stéphanie. savoir que tu es là. Ben oui, qu'on connaît bien Stéphanie Oui, oui. Carl, bien sûr. OK. Écoutez, il n'y a personne là, qui a levé la main ou qui semble écrire un petit quelque chose. Alors, je pense qu'on va permettre aux gens à ce moment-là de prendre un petit 15 minutes de plus pour aller chercher leur café, etc. Alors, écoute, Corinne, un gros merci. C'était une présentation intéressante. On va pouvoir la voir en différé. Elle ne dure pas trop longtemps, ce qui encourage les gens à pouvoir aller voir la capsule lorsqu'elle est prête en ligne. Puis j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer, je ne sais pas, au prochain colloque de la QPC, on pourra échanger un peu plus Là, j'ai une question ensemble. qui vient de rentrer. Si on peut lire notre recherche. Oui, ma recherche, c'est une thèse de doctorat, donc c'est sur les thèses de l'Université de Sherbrooke. Je l'ai faite à l'Université de Sherbrooke. J'essaie régulièrement de trouver, moi aussi, j'ai de la difficulté à gérer mon temps, comme mes étudiants. J'essaie de trouver mon temps pour faire un article pour pédagogie collégiale. Oui. À chaque fois que j'essaye de le faire, ben c'est ça, il arrive quelque chose. Je suis un peu comme tous les profs, ça demande de se concentrer du temps. Mais la thèse au complet, elle est sur le site de l'Université de Sherbrooke. Voilà. Alors, est-ce que tu voudrais nous fournir le lien, Corinne, ou est-ce que c'est possible? Tu pourras me l'envoyer sur Internet, puis je la partagerai quand je vais écrire aux gens cet après-midi. Parfait, je vais essayer de le trouver. La trouver, si tu ne la trouves pas, là, on trouvera d'autres façons de le faire. Ben, est-ce que on pourrait avoir le titre? C'est l'intégration de l'enseignement. Je n'ai pas le titre officiel comme ça. Alors, pas grave, on va attendre de vos nouvelles. Ça fait déjà 2 ans. Okay, mais je sais qu'il y a stratégie d'apprentissage dans le titre, puis charge de travail des étudiants. Parfait. Merci, à bientôt, Corinne. Merci aux beaucoup. participants et participants. Au revoir. Au revoir.